jusqu'à ceux de Stéphane juste avant la pause. Il me semble que l'intérêt de cette première session a été principalement de poser le sujet qui nous réunit aujourd'hui et d'en faire apparaître les facettes qui sont extrêmement multiples et qui interagissent les unes avec les autres. Et si vous voulez bien, on va poursuivre avec, comme annoncé, la deuxième présentation de Stéphane et derrière nous terminerons la matinée avec table ronde qui permettra d'avoir des échanges parce que j'imagine que tout ce qui a été dit, qui va être encore dit à l'instant, suscite des quantités de questions, de commentaires, de réflexions à partager. Voilà, donc si tu termines de te mettre en place tranquillement. J'essaye. Voilà, zen. Et puis, comme on disait ce matin, il faut bien rebondir. Hein. Et puis voilà, la parole est à toi. Ça ne fait pas. Parce que ça m'a éteint mon écran. Bien, je ne sais pas, peut-être quelques questions pendant qu'on résout. Parce que là, j'ai. Est-ce que c'est. À la fois. Ben voilà. Voilà. Vous voyez, donc merci pour les questions. Bon, alors là, cette deuxième partie, donc, votre demande était que je sois un peu plus dans le concret, et en particulier dans des exemples de formation, d'intervention sur le terrain, sur les questions d'interculturalité en santé. Alors j'ai choisi deux exemples. Le premier, c'est avec la puériculture, parce que, évidemment, la puériculture, c'est le moment clé de toute société humaine. C'est le moment où la société se reproduit, se renouvelle. C'est le moment où les générations changent, hein, et où il va se jouer un certain nombre de conflits psychiques, de conflits sociaux et de modifications anthropologiques absolument essentielles. Chaque société a investi des symboliques énormes autour de ces moments clés que sont la grossesse, l'accouchement, la naissance et les premières semaines. Et quand je dis chaque société, je nous inclus là-dedans. Et je vais vous mettre ici un petit extrait d'un film de Pierre Legendre. Je sais que Michel connaît bien Pierre Legendre, et qui est quelqu'un qui est un psychanalyste anthropologue, qui a une réflexion sur les notions d'institutionnalisation de la société et de, comment dirais-je, de l'impériosité humaine d'avoir une institution qui mette de l'ordre dans le vivre ensemble. Bon, peut-être il faut peut-être éteindre la lumière, parce que là le jour commence à se lever. C'est le décalage horaire à Bordeaux. Si vous n'entendez pas la première phrase, c'est pas le jeu. Nous donnons figure humaine à l'abîme en l'appelant naître et mourir.
Aujourd'hui, l'homme occidental arrive au monde dans une mise en scène scientifique et rationnelle. Il naît dans un théâtre chirurgical. Mais en Occident, comme partout, il s'agit toujours de sortir de la matrice et de se séparer de l'abîme indicible. Un poète a dit, attaché au gouffre terrestre, je porte au front la marque de ceux qui m'ont fait naître. Cela veut dire que le monde est généalogiquement organisé. Et la généalogie est un savoir de conservation de l'espèce humaine, un savoir qui permet à l'homme d'habiter l'abîme. Nous donnons figure humaine à l'abîme en l'appelant naître et mourir. À peine l'enfant a-t-il crié que l'on donne un sens à son cri, car le cri du nouveau-né est déjà une parole. Enveloppé dans les langes et les paroles de ceux qui l'aident à naître, l'homme arrive dans le monde du pourquoi, il entre dans le mystère d'être là. Donc, cette voix de Pierre Legendre, c'est théâtral, mais c'est son propos justement d'être théâtral et d'exprimer théâtralement des choses qui sont en fait absolument essentielles, c'est-à-dire le mystère d'être là. Et comment notre société, chacun des gestes qu'on a vus a peut-être un objectif rationnel, scientifique, médical, mais il a une fonction d'abord et avant tout symbolique. De la même manière que l'abattage d'animaux fait l'objet de ritualisation, il faut qu'il y ait un imam pour que ce soit halal, il faut qu'il y ait un rabbin pour que ce soit kasher, eh bien nous, il faut qu'il y ait un vétérinaire pour qu'on puisse l'avoir. Et la fonction du vétérinaire n'est pas tant scientifique, parce qu'il ne va pas se balader dans toutes les carcasses, que symbolique. C'est-à-dire que tout aussi rationnel qu'on a l'apparence, tout aussi intellectuelle, eh bien, la puériculture, dans notre domaine scientifique, je ne sais pas si des puéricultrices ou des puériculteurs sont parmi nous, généralement ça les choque beaucoup quand je dis ça, font des gestes de ritualisation symbolique de l'entrée du nourrisson dans la société humaine. Alors elles l'oublient, elles n'en ont pas conscience. Elles font, il faut faire un abgar, il faut prendre le périmètre crânien. Non, le périmètre crânien, on ne le prend pas tout de suite, on peut le prendre le lendemain matin. Ça n'a aucune importance si les gens n'ont pas envie qu'on touche le crâne de leur enfant. Mais si, il faut. Et elles vont le faire avec un dogmatisme aussi intransigeant que s'il s'agissait d'exécutants d'une religion égyptienne d'un ancien temps qui ne souffre aucun délai. Alors, du coup, voilà, l'idée, ça a été de former les puéricultrices à cette communication interculturelle en sachant qu'un certain nombre de phénomènes existent dans des sociétés. Je me refuse et je récuse toute tentative de résumer des sociétés à des éléments culturels. Les formations qui, le lundi, vous prétendent accueillir un Africain, le mardi accueillir un Asiatique, le mercredi un Maghrébin, le jeudi un gens du voyage, etc., je ne sais pas ce qu'on fait le vendredi, c'est des impostures, c'est des escroqueries. Imaginez-vous qu'on fasse en une journée, au fin fond du Botswana, comment accueillir un Français? Ça n'a pas de sens. Donc comment voulez-vous résumer en une journée 800 langues, qui est 1 milliard d'habitants, qui est le continent africain? Comment voulez-vous le faire? Donc on travaille sur ces questions d'interculturalité, en aucun cas en essentialisant les cultures, mais au contraire en ayant un esprit d'ouverture. Deuxième phénomène aussi, c'est que ces cultures, elles sont ici et maintenant. Nous sommes le 16 novembre 2019, je fais un trou tout d'un coup, nous ne sommes pas le 15. Et ce 16 novembre 2019, tous autour de la planète, les 7 milliards de Pékin que nous sommes, nous avons réinventé notre façon d'être au monde. Nous avons réinspiré. Donc, on parlait hier justement de la permanence d'un certain nombre de traditions, mais ces traditions, elles sont réinventées au quotidien. Ce qui veut dire que quand on dit à quelqu'un, vous venez de tel pays, donc c'est comme ça que vous pensez, c'est ce qu'on appelle une assignation identitaire. Alors, du coup, voilà, quels sont les éléments sur lesquels on disait, le nourrisson, dans certaines sociétés, il vient du monde des ancêtres.
Mais peut-être aussi que la puéricultrice, là, qui est en train de la faire crier, elle n'est pas complètement... elle n'a pas cette idée complètement absente de son esprit. Parce qu'elle est capable de décider d'y retourner. Alors imaginez, à une période où la mortalité néonatale est très grande, quel système explicatif facile. C'est lorsque vous avez un nourrisson sur 2 qui meurt à la naissance, eh bien, elle a décidé d'y retourner. On ne l'a pas bien accueilli. Finalement, c'était pas assez confortable ici. Voilà, basta. Ok, ben on tourne la page, on en fait un autre. Mais du coup, il est messager du monde, de l'au-delà d'où il vient. Et il porte quelque chose, avec des choix qui sont quelquefois cruels. Mais je vous ai mis ici cette gravure du XVIe siècle qui traduit un rhinocéphale. Rhinocéphale, c'est une malformation de fœtus où le crâne ne s'est pas bien soudé, et donc ce sont des enfants qui ne sont pas viables, évidemment, ils naissent morts, ce sont des morts-nés, mais avec une trompe d'éléphant, parce que ça fait une colonne. Imaginez ce que dans une commune rurale éloignée, au XVIe siècle, ça pouvait engendrer. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant éléphant? Eh bien, la réponse, c'est sur le discours duquel la question est décidée si les diables peuvent engendrer et exercer les œuvres de nature. La maman avait copulé avec le diable. Alors, ce système explicatif, bah oui, c'est toujours vous, mais je suis désolé, mesdames, c'est toujours vous. Bon. Et ça, il y a peu de traditions qui vous mettent en avant, et je le regrette beaucoup, mais... Alors après, on extrapole des malformations, la queue de sirène ou les 4 jambes, ce qui n'existe pas. On n'a jamais vu d'enfant comme ça, mais Boisteau imagine que les œuvres du diable peuvent engendrer ce type de choses. Toutes les sociétés balisent les trajectoires, reconnaître l'humanité à l'arrivée sur Terre, protéger la maman après l'accouchement, faire en sorte qu'elle n'ait pas besoin de travailler, et puis présenter, une fois qu'il a passé les premières semaines, on est sûr qu'il va survivre, et donc on est sûr qu'il a décidé d'être sur Terre, on va le présenter à la société, avec tout un système de nomination, de circoncision, enfin bref, il y a tout un environnement qui permet de l'accepter. J'ai mis ici l'horoscope en 1654. Vénus excite les troubles et des maux en mariage. Voilà, alors elle annonce 2 mauvaises femmes, viles et corrompues, des mauvaises voluptés, principalement qui ont été affectées de Mars. Et si elle-même est mal placée en un signe mobile, elle fait des adultères non contents d'une seule femme, principalement, car alors elle excite à paillardise, incontinence. Mesdames, encore une fois, vous êtes... je suis désolé. Mais on trouve dans d'autres sociétés l'interdiction de s'approcher du feu quand on a des règles, etc. Et vous voyez qu'il y a toujours ces registres dans ce carnet de santé apothicaire entre la magie, on a cette charmante fée qui se penche sur le petit bébé, on ne s'habillait pas comme ça en 1900, la religion, c'est le petit Jésus, évidemment, et puis la science, la pesée et le baromètre de la santé. Tout va concourir à prédire un avenir positif à cet enfant. Ce qui veut dire que notre rationalité, elle est imprégnée aussi de magie quand on va accueillir cet enfant. Alors, je vais passer là-dessus de façon à aller tout de suite. J'ai un œil sur la formation. Alors, la formation des puéricultrices, c'était à la demande de l'Institut de puériculture de Paris, avec des effectifs d'une centaine de personnes, où ils se sont dit, Paris, c'est une population essentiellement diversifiée, la naissance, la grossesse, l'accouchement pose des questions culturelles et religieuses aux praticiennes et en particulier aux élèves quand elles déboulent dans un stage. Alors l'idée, ça a été comment est-ce qu'on peut travailler cette question-là sans être ni normatif, ni trop bousculant, mais d'arriver quand même à les outiller dans leur pratique, faire en sorte qu'elles prennent la diversité dans sa richesse et non pas dans une opposition frontale avec leur modèle scientifique qui, on l'a vu, est chargé lui aussi de symboles, mais trouve le moyen de négocier. Alors c'était fait en 2 temps, cette formation, avec d'une part, première séance en amphi théorique, l'interculturalité, culture, identité, etc. Quels sont certains traits anthropologiques autour de la naissance, quels sont les symboles justement que la puéricultrice véhicule à son corps défendant et qui sont en réalité que des symboles. Et puis, on leur a demandé pendant leur stage de recueillir une situation, de la décrire et de la décrire sur une page entière où les questions de culture ou de religion semblaient avoir fait obstacle à leur pratique. Donc voilà, on a fait ça pendant 8 années.
jusqu'en 2016, on a recueilli 809 situations, ce qui est quand même pas mal. Et 706 dont l'origine a été documentée, donc je vous ai mis ici les statistiques. 33% c'est l'Afrique subsaharienne, 16% le Maghreb, avec des évolutions annuelles qui finalement n'ont pas vraiment de signification précise, si ce n'est la coïncidence de ce qui s'est passé. Un point important, on n'a pas essayé de mesurer quelle était l'épidémiologie des problèmes culturels. On a mesuré quels étaient les problèmes qui choquaient les élèves en apprentissage. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que les Africains posent problème. Qu'on soit bien clair là-dessus. Les Africains, les 33%, ont été à l'origine de situations qui ont posé problème à nos élèves puéricultrices. C'est la seule conclusion qu'on peut en tirer. Je tiens à préciser ça, qu'il n'y ait pas d'amalgame, comme on dirait aujourd'hui. 279 situations ont impliqué la religion. C'est le seul moment où on a recueilli la religion. Musulmans, alors là, c'est dans 54% des cas où ça impliquait la religion. Les évangélistes, les juifs, les bouddhistes, semble-t-il, n'ont jamais été impliqués, mais la communauté bouddhiste, la collectivité bouddhiste est assez peu fréquente, assez peu représentée dans les endroits où il y avait les stages. C'est le sud-ouest de Paris et c'est pas le sud-est de Paris. Avec un point important à souligner, c'est que les attentats de 2015 n'ont pas du tout influencé la représentation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de stéréotypes de la part des élèves puéricultrices qui ont été appliqués aux patients, aux patientes ou aux patients, ce qui est plutôt rassurant. Alors, sur le total de 809 situations, on trouve 17% de stéréotypes. Ce qu'on appelle stéréotypes, c'est par exemple le Shabbat. Alors, vous savez que les religions juives, le samedi, on ne doit pas toucher l'électricité. Alors, c'est allé de situations absolument catastrophiques, dramatiques, où le décès d'un enfant n'a pu être annoncé aux parents que le lundi, parce que les parents ont refusé de décrocher le téléphone. Jusqu'à la situation beaucoup plus cocasse, où une maman a déclenché la sirène d'alarme avec les vigiles et tout ça, parce qu'elle a voulu passer par la porte de derrière de la séance de réanimation pour ne pas avoir déclenché les portes électriques. La moitié des origines chinoises, ce qui a beaucoup choqué nos élèves puéricultrices, c'est les 40 jours pendant lesquels certaines mamans chinoises, je dis certaines, la Chine c'est un continent entier, vous êtes bien placés pour le savoir, donc certaines mamans chinoises en France, continue de refuser de toucher le bébé pendant un certain temps, ça peut être 10 jours, 15 jours, 40 jours, en faisant venir la belle-mère du pays ou le confiant le bébé. Et ça, pour des élèves puéricultrices qui sont biberonnés à la théorie de l'attachement précoce, c'est un scandale. Comment peut-on avoir un enfant en bonne santé psychique si sa maman ne l'a pas prise dans les bras? L'interculturalité. Du moment que cet attachement est pris en charge par quelqu'un d'autre, ça se passe très bien. Il n'y a pas plus de schizophrènes, de malades mentaux, de l'autre côté de l'Oural. Bon. Les gens du voyage, évidemment, les gens du voyage, là, c'est stéréotype. Quand il y en a un qui est malade, c'est toute la famille qui est malade. Bah, oui. Sauf que quand les hôpitaux s'en préoccupent, ils se mettent en place des dispositifs avec une salle pour recueillir la famille en dehors du service des urgences ou de l'obstétrique. Ce qui permet de ne pas engorger l'obstétrique tout en prenant quand même en charge la souffrance de la famille. Ça, c'est l'interculturalité mise en pratique. Et puis, alors, la question musulmane, c'est la cohabitation des sexes. Ça, vraiment, ça pose beaucoup de questions avec des situations qui sont tout à fait gérables, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins, extrêmes, caricaturales. Bon, je ne vais pas rentrer. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 809 situations, c'est quand même un effectif assez important, la langue n'a fait obstacle que dans 10%. Donc on a beaucoup de tendance à surinvestir les questions linguistiques, alors qu'en réalité, elles ne couvrent qu'une situation sur 10 où la culture ou la religion pose problème aux pratiques médicales. Et puis, ce qu'on appelle la culture prétexte, c'est là où finalement on fait une assignation identitaire, culturelle, à des situations qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, pathologiques. C'est par exemple une maman africaine, subsaharienne, qu'on retrouvait tous les matins dépoitraillée, par terre, en train de donner des chips par terre à ses enfants. Et l'auxiliaire de puéricultrice, l'élève puéricultrice disait que c'était dans la culture africaine.
On a pu travailler avec elle que non, c'était pas dans la culture africaine, c'était une pauvre maman qui avait des problèmes psy et qu'il fallait la traiter avec des problèmes psy et que c'est en Afrique on n'est pas dépoitraillé à miner des schistes par terre à son enfant. Ça vous fait rire, mais il y a des moments où moi ça me faisait quand même peur de voir à quel point nous pouvions être aveuglés par des atours culturels et que on occultait complètement la réalité des choses. Un adolescent congolais qui fait une crise d'adolescent, avant d'être congolais, et même s'il parle l'ari, c'est un ado qui est en crise. Et il faut qu'il soit pris en charge à l'adolto. Il a aussi une carapace de homard à se débarrasser. C'est pas parce qu'il est congolais qu'il n'a pas de carapace de homard. Même si au Congo, c'est les langoustes. Ce sont des questions absolument fondamentales parce que finalement, à ne pas vouloir réfléchir à cette question d'interculturalité, eh bien, on lui attribue d'excessives conséquences et on s'interdit, en tant que professionnel de santé, d'intervenir là où, au contraire, les gens ont besoin de nous et ont besoin de notre aide. Alors, ce qui est important, c'est que 68% ont débouché sur une souffrance ou un questionnement. C'est quand même là 7 élèves puéricultrices sur 10 au cours de leur stage, ont souffert de ces questions de l'interculturalité. Et jamais, il n'y a été mis en place de dispositif de débriefing, de discussion, d'échange, où elles pourraient justement parler. Alors, il y a des situations qui sont rigolotes. Madame SP, une élève puéricultrice disait, tiens, c'est le bébé de Madame, c'est le bébé SP. Donc, Madame SP, est-ce que vous voulez signer? Alors que SP, c'était sans prénom. Parce qu'on ne pouvait pas donner le prénom avant la circoncision de cet enfant. Et donc Madame SP, c'était Madame sans prénom, SP. Voilà. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus violentes, en particulier un deuil qui a été transformé en une crise hystérique dans toute la maternité, avec des gens qui se roulaient par terre, etc., qui n'a pas du tout été pris en charge et qui a traumatisé profondément l'élève puéricultrice. Donc il y a vraiment des moments où il y a un besoin dans les équipes soignantes de débriefing, de parler de la culturalité, et non pas de jeter un voile public là-dedans. Alors la culture écran, j'en ai un petit peu parlé. Bon, situation de conflit autour de la naissance, c'est le classique belle maman et belle fille. Mais ça, c'est un invariant humain. La maman du père contre la jeune accouchée. C'est un invariant humain. On ne pourra rien y faire. Je suis désolé, mesdames. Désolé, messieurs, mais il faut gérer. Il faut le faire. Où que ce soit, même chez les Bushmen, je l'ai retrouvé. Donc ça veut dire que voilà, c'est psychique, c'est freudien, c'est voilà, cette fusion avec le fils qui finit par se transformer. Il faut le gérer de façon freudienne et non pas de façon culturelle. Encore une fois. C'est pas parce que ça va prendre des atours en disant c'est congolais, c'est l'enfant sorcier. Non, c'est un conflit intrafamilial qu'il va falloir gérer avec des outils de gestion des conflits intrafamiliaux. Et puis bon, après, il y a aussi des questions d'assignation identitaire de la part de l'équipe. Il y avait un couple qui n'affichait pas sa religion, mais qui était un couple emmerdeur. Bon, il y a des gens des emmerdeurs. Oui, il y en a partout des emmerdeurs. Et l'équipe avait dit, ils sont tous comme ça. Je ne sais plus quelle religion, c'était évangéliste ou... voilà. Ils sont tous comme ça. On retrouve le syndrome méditerranéen, où finalement l'équipe va engendrer un comportement, parce qu'il va induire le comportement. Les gens, ils font ce qu'on leur demande de faire. Si vous envoyez vers eux qu'ils sont des emmerdeurs, vous inquiétez pas, ils ne vont pas être sympas avec vous. Donc finalement, c'est un cercle vicieux parce que le stéréotype va se retrouver conforté et dire je l'avais bien dit, c'est tous comme ça. Bon. Deuxième expérience, puis je finirai, je serai largement. Deuxième expérience, alors ça c'était une expérience un peu plus directe avec le public, puisque là c'était plutôt indirect. C'est le foyer de travailleurs migrants, qui s'appelait Manoukian, à Vitry-sur-Seine, qui est une ville dans la ville. Le foyer de travailleurs migrants, je ne sais pas si Manoukian vous vous souvenez, dans les années 70,
il y a eu un scandale, le Parti communiste, voilà, le maire communiste qui détruit un bidonville, un coup de bulldozer, etc. Georges Marchais s'est effondré en disant il vient piquer notre... Il y a des retombées, on en reparlera peut-être au moment des questions, qui sont assez étonnantes. À la suite de ce scandale, ils ont construit un énorme foyer très migrant avec 500 places. 75, nous sommes en 2015 à l'époque, c'est-à-dire 40 ans. Les travailleurs, ils ont vieilli, ils sont à la retraite, ils ont passé toute leur vie là-dedans, ils ne vont pas se mettre à déménager, ils n'ont pas eu de regroupement familial, et quand ils rentrent au pays, ils ne sont pas toujours bien accueillis. Donc finalement, ils restent là. Ils restent là, et comme toute personne âgée, vieillissante, il a des maladies chroniques. Alors, les actions de prévention VIH dans ces foyers-là, pipeau, hein, c'est pas leur problème. Arrêtons toujours ce stéréotype migrant égale VIH. Ils n'en ont rien à cirer, c'est plus leur problème, le VIH. Leur problème, c'est diabète, hypertension, cholestérol, c'est toutes ces maladies chroniques dont toutes les personnes qui vieillissent souffrent. Sauf que nos personnes diabétiques, là, en l'occurrence, dans ces foyers, ils ne parlent pas français. Ils ont passé 35, 40 ans à nettoyer les toilettes de Roissy, à faire la cuisine dans l'arrière-cuisine des restaurants parisiens, même les grands restaurants. Et pour ça, pour nettoyer faire la vaisselle et nettoyer les toilettes, vous n'avez pas besoin de parler français. Ça se fait en bambara, en soninké, et vous trouvez toujours quelqu'un pour vous aider. Et vous passez toute votre vie là-dedans. Vous cotisez la sécu, vous payez des impôts, etc. Mais vous ne parlez pas français. Ce qui fait que nos patients diabétiques ne peuvent pas bénéficier des actions d'éducation thérapeutique du patient qu'on met en œuvre depuis maintenant 25 ans en France autour de ces maladies chroniques qui permettent aux gens de se saisir de la maladie et de savoir ce que c'est qu'il y a une glycémie, quand on leur donne un appareil pour mesurer la glycémie, savoir ce que c'est que les précautions à prendre pour le pied diabétique, etc., etc. Donc, parce que dans les critères d'inclusion, dans les procédures d'éducation thérapeutique, il y a la francophonie, ils passent à côté. Et on se retrouve avec des gens qui sont comme vous et moi, vieillissants, en règle, mais qui n'ont pas les services que tout citoyen français peut légitimement revendiquer. Avec des amputations, avec des complications, parce que simplement, on n'a pas pris le temps à l'hôpital de leur expliquer ce que c'était que le diabète dans leur langue d'origine. Et quand ils vont voir le médecin, c'est du caricaturalement colonial. Tu vas bien? Oui, ça va bien. On tutoie, hein. Ça c'est normal, on tutoie. Et puis c'est convivial. Non, non, non. Ça c'est une reproduction coloniale de la relation à l'autre. On ne tutoie pas un patient. Et ils le font avec les meilleurs des... Oh, vous dire, non, moi je ne suis pas raciste, moi. Non. Bon. Donc on a mis en place un projet avec une traduction en bambara, en soninké, en se disant, ces patients-là, il faut au moins qu'on les intègre dans les processus d'éducation thérapeutique et qu'on puisse, dans leur langue, leur faire connaître les éléments majeurs qu'ils doivent connaître de leur maladie. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, les processus d'éducation thérapeutique du patient qui sont rentrés dans la loi HPST de 2009 ont aussi pour vocation de confier un peu plus de responsabilité aux patients que les médecins, infirmières surchargés, on l'a vu avant-hier, ne peuvent plus assurer. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de décalage entre les personnes qui ont eu l'éducation thérapeutique et qui peuvent se prendre en charge alors que le système de santé se dégrade, et ceux qui n'ont pas eu l'éducation thérapeutique du patient et qui, le système de santé se dégrade tout autant. Donc il faut travailler là-dessus. Alors on a choisi des interprètes bénévoles à l'intérieur du foyer. J'ai oublié de dire que sur les 500 places, il y avait 500 personnes. Ah oui, il y a 1000 clandestins surnuméraires, parce que où est-ce qu'ils vont loger ces gens-là? Essayez de trouver un logement quand vous appelez Mamadou Cissé et que vous avez un boulot à 400 ou 500 euros par mois. Non. Donc du coup, il y a 1500 personnes, donc c'est une ville dans la ville. Donc on a trouvé des interprètes tout à fait volontaires, qu'on a formés spécifiquement, formés à la maladie diabétique, parce qu'il faut un petit peu savoir ce que c'était, et formés au principe de l'interprétariat, qui sont évidemment la neutralité, la confidentialité, ça on est tous d'accord, savoir aussi dire stop, je ne comprends pas, quand quelqu'un parle 2 minutes, ne pas dire il est malade,
les traduire mot à mot, comme on dit, et surtout, et ça, très important, s'assurer que le bénévolat soit effectif. Parce qu'on a vu des interprètes comme ça facturer leurs prestations ultérieurement à la personne qui a bénéficié de l'interprétariat. C'est-à-dire des gens qui ont accès au RSA grâce à l'interprète, le interprète lui dit bah, tu me donnes 10%. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de création de dette par cette fonction d'interprétariat. Alors voilà, ça fait ça. Alors j'ai mis en lumière mon interne parce que je tiens à dire que moi je m'adapte aux connaissances actuelles. J'ai appris le diabète il y a 45 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, donc je fais place aux jeunes quand il s'agit de donner des informations. Voilà. Il faut vraiment que ce soit tip-top. C'est pas ma vision du diabète que je vais transmettre. Moi je transmets une pédagogie et l'interne est là pour donner les éléments objectifs de l'état actuel des connaissances scientifiques. Voilà, donc il y a eu 5 séances avec une traduction en intermittence, vous voyez, c'est très convivial. Alors les résultats, c'est qu'on avait 7 malades dans le dispositif au départ, on en a eu 12 à la fin. Et surtout, je ne sais pas si vous avez travaillé déjà dans ces foyers, on a toujours beaucoup de difficultés à les mobiliser parce que, encore une fois, c'est toujours le VIH, c'est toujours, ils n'en ont rien à cirer de ça. Il faut les convaincre qu'ils ont intérêt à venir. Et donc, les premières séances, il a fallu les chercher dans leur chambre, avec une médiatrice extrêmement volontaire. À la 4e séance, ils nous attendaient à l'entrée. Donc pour nous, c'était quand même très positif. Et ça a permis de continuer. Maintenant, il est vrai qu'on ne peut pas se masquer le fait que tout repose sur la médiatrice sociale, qui était extrêmement volontaire, engagée, positive, et Madame Awaba, donc sur qui tout repose. Vous avez besoin d'un interlocuteur sur place qui connaît bien tous les gens et qui arrive à les mobiliser, à les convaincre que ça vaut le coup de venir. Donc voilà 2 exemples de l'interculturalité en pratique, parmi d'autres, et on pourra en discuter. 44. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour cette deuxième présentation avec une dimension vraiment terrain, très intéressante. Alors, on va te laisser le temps de regagner ta place ici. Voilà. Alors, je suppose qu'il y a un micro qui... Voilà, donc est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions, des commentaires? Voilà, alors, une question juste avant le diagonale. Ça fonctionne? Oui, si elle attend la première question, elle attend longtemps, donc je vais passer directement à la deuxième. Ok. C'est plutôt des remarques. Le micro fonctionne bien? Est-ce que dans le mot altérité, il y a la connotation alternée? Oui, de l'un à l'autre. Donc c'est une question. Peut-on rapprocher l'altérité de la civic-conditionnalité? Peut-on rapprocher l'altérité de la civic-conditionnalité? Oui. Bon, et une autre remarque, l'identité dont vous parlez tout à l'heure me rappelle le problème philosophique de l'individuation. Et la question que je me pose, c'est comment parmi 6 milliards d'habitants, on les reconnaît tous, il n'y en a aucun qui soit, il n'y en a pas de l'identique. Et vous avez parlé des transhumanistes. Je voudrais porter à la connaissance de ceux qui ne sont pas au courant que les transhumanistes envisagent pour 2045 de télécharger le système neurophysiologique dans un ordinateur de manière à rendre immortel le cerveau d'un être humain. Bien. Je regarde aussi. Vous avez parlé de la Lune aussi tout à l'heure. Et j'ai une question à vous poser. Supposons que
tous les êtres humains regardent le sol pendant 1 heure. Pendant ce temps, la Lune existe-t-elle? Oui, la Lune existe. Très bien. Alors ça fait effectivement beaucoup de questions. Je ne sais pas comment on va faire pour toutes les prendre. Vous voyez, tout à l'heure j'ai évoqué ça. Quand j'ai parlé d'altérité, j'ai parlé de solidarité. Donc, cher monsieur, merci pour vos questions. Le fait de pouvoir identifier chacun parmi 7 milliards de personnes, c'est en tout cas ce que j'ai retenu dans votre questionnement. Il y a plusieurs critères pour ça. Il y a le critère biologique. Il n'y a pas 2 êtres qui aient strictement la même biologie. Et de la même manière, il y a le critère, comment pourrais-je dire, psychologique ou psychosocial d'une certaine manière. C'est qu'il n'y en a pas 2 qui rencontrent au même moment de leur vie les mêmes types de situations dans les mêmes lieux avec les mêmes circonstances. Et par conséquent, chacun a une expérience singulière de la vie. Et comme on a vu depuis ce matin qu'on se construit par le frottement à l'altérité et que l'altérité en retour nous construit, ça veut dire qu'il n'y a pas 2 personnes qui peuvent être identiques. Alors, pardon? Même les jumeaux, bien entendu. Et donc, parce que dans votre question, il y avait 2 choses. Premièrement, sous-jacent à votre question, il y avait qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre. J'ai essayé un petit peu de donner des pistes. Et puis il y avait un autre point. Vous avez utilisé le verbe identifier dans votre question. Comment est-ce qu'on identifie? Et il y a de plus en plus de moyens maintenant d'identifier, jusqu'à la reconnaissance faciale dont il est question ces jours-ci dans la presse. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de moyens d'identifier par énormément de critères. Et nombre de ces critères relèvent de ce que Stéphane, tu nous as présenté dans ton premier temps, c'est-à-dire de tout ce que inconsciemment on attrape, qui renforce nos stéréotypes, ou au contraire qui démolit un certain nombre d'idées mal construites ou d'opinions simplement. Et donc il y a toute cette dimension-là, qui fait que chacun est reconnaissable et repérable. Mis à part le regard, c'est essentiellement le regard qui permet de reconnaître, enfin de distinguer une personne d'une autre, et de reconnaître quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années. Ça se joue énormément dans le regard. Voilà ce que je pourrais dire. Et l'odeur. Si. On est maintenant à prouver que la relation olfactive est une relation fondamentale de la relation humaine. C'est d'ailleurs pour ça que moi je ne suis pas par Skype. Bien. Juste 10 secondes. Je me résume l'altérité en regardant votre affiche qui est très bien faite. Je remarque que l'altérité, c'est l'intersection du possible de chacun. C'est la partie rouge des 2 cerveaux. C'est à la fois la rencontre des 2, la partie rouge, et c'est aussi les autres parties. Parce que, comme j'ai essayé de l'expliquer, enfin de le présenter ce matin, les frontières et les murs sont effectivement des zones qui permettent la partie rouge, mais sont aussi des zones qui obligent à la distinction. Vous vous souvenez ce mot ce matin, la distinction. Et là, on distingue bien la partie orangée de la partie bleue. Donc, c'est tout l'ensemble, chacun dans sa spécificité. Y a-t-il d'autres questions, en remarques, observations, commentaires? Soyez gentils, levez la main parce que tous en même temps, on ne va pas y arriver. Ah voilà. Moi j'ai une question toute simple. Ouais. J'ai peut-être juste besoin d'être éclairée. Vous avez parlé beaucoup de stéréotypes. Est-ce que le stéréotype c'est la même chose que le préjugé? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale ou pas du tout? Est-ce que c'est tout simplement un synonyme? Oui, on peut considérer que c'est la même chose, mais moi je préfère de loin le mot stéréotype parce que c'est reproductible, alors que préjugé, c'est juger avant. Là, le stéréotype, c'est quelque chose qui se reproduit et qui s'auto-entretient.
Voilà. Je vais poser une question sur les institutions. Dans l'intervention de Michel Aguilar et de Stéphane Tessier, il a été question des institutions comme source d'exclusion de l'altérité. Je l'ai entendu comme ça. Quels outils on peut mettre en place dans les institutions quelles qu'elles soient pour faire en sorte que l'altérité soit intégrée dans le fonctionnement d'une institution, même pas dans le fonctionnement, dans sa conception. Et il m'a semblé, quand vous avez parlé, Stéphane Tessier, de médiation, en fait, il faut toujours un outil extérieur à l'institution elle-même pour que l'altérité puisse être intégrée. C'est-à-dire que l'institution en elle-même n'intègre pas l'altérité parce que c'est sa façon d'être conçue, en fait, ce que j'ai compris. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette question. Alors là, c'est un boulevard pour moi. Parce qu'effectivement, c'est autour de ça qu'on travaille dans l'association. C'est la notion de processus d'institutionnalisation. Ça, c'est le Pierre Legendre, dont j'ai projeté l'extrait du film, qui a fait tout un travail avec beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas faciles. Hein. Je ne saurais pas comme on dit en Belgique, je ne saurais pas vous les conseiller, parce que ce n'est pas d'une lecture aisée, mais qui montre à quel point l'être humain a besoin de dogmes pour se structurer, et que la société a besoin d'institutions pour fonctionner, quelle que soit la société. Hein. Encore une fois, les chasseurs-cueilleurs, comme au même titre que les États-Unis. Mais que dans ce processus institutionnel, il y a en fait une fonction qui est de normaliser la société, et chaque institution a son corpus normatif sur lequel elle travaille les problèmes qui lui sont présentés. La médecine, son corpus, c'est la médecine, la maladie. La justice, c'est le droit, c'est le délit. L'éducation, c'est la pédagogie, c'est la lacune. Le social, c'est l'aide sociale et c'est le besoin. Et chaque institution va, face au problème qui lui est présenté, réagir de cette façon-là, en intégrant dans son corpus personnel tout ce qui lui est présenté. Un usager qui a un problème, qui vient à l'institution psychiatrique, il va être fou, et on va lui donner de la Ritaline. Un usager qui a le même problème, mais qui se retrouve à la protection judiciaire de la jeunesse, va se trouver avec un délit et il va avoir une aide éducative en milieu ouvert. Je ne sais pas lequel des deux sera le plus chanceux. Mais chaque institution va imposer à la réalité qui lui est proposée une façon de la régler. Le premier geste de l'institution, c'est de nommer. Hein, le désordre pour la médecine, ce sera la maladie, le délit pour la justice, le besoin pour l'aide sociale, la lacune pour le pédagogie. Et ce désordre qui est présenté à l'institution peut être la simple étrangeté de la personne. C'est-à-dire qu'un étranger qui se présente aux yeux de l'institution médicale, eh bien, il va tout de suite être catalogué comme un migrant. Et il va y avoir toute une cascade de protocoles de prise en charge du migrant. On va lui faire le VIH, la bilharziose, etc. Alors que bon, peut-être qu'il n'est pas migrant du tout, mais que voilà, il a l'étiquette étranger. L'étranger qui arrive dans la justice, il va être immédiatement intégré dans est-ce qu'il a ses papiers, est-ce qu'il est en règle, c'est un délit. Dans l'éducation nationale, c'est un allophone. Il va rentrer dans le protocole de prise en charge. Dans le social, il a des besoins. Donc ce qui veut dire que si l'institution n'a pas une réflexion en propre sur la prise en charge de ce que j'appelle la situation d'altérité, elle va imposer l'étrangeté sur les épaules du migrant. Et c'est pour ça que moi je milite, enfin nous militons, je ne suis pas le seul, pour qu'on ne parle plus de migrants ni même de précaires dans la prise en charge institutionnelle, quelle que soit l'institution de référence, mais qu'on parle de situation d'altérité, où l'institution prend toute sa part de l'étrangeté de la personne à laquelle il s'adresse. C'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure des gens du voyage. Soit on demande aux gens du voyage de s'adapter aux urgences et la famille elle reste dans la roulotte, soit l'institution prend sa part de responsabilité de la situation d'altérité et considère que sa responsabilité c'est de mettre en place une salle à part pour prendre en charge la souffrance de la famille, et là, on arrive dans une situation d'équivalente responsabilité. C'est là où les institutions ont vraiment beaucoup de chemin à faire.
Malheureusement, je dois dire que c'est pas ce qui est en cours, parce qu'on est dans une protocolisation, on est dans une informatisation, une digitalisation qui, par nature, sont normatives. Parce qu'on met dans des tableurs Excel des situations qui ne sont pas, normalement, mises dans des tableurs Excel. Je vous ai mis la photo des couleurs de peau, précisément pour vous montrer à quel point c'est une absurdité de vouloir mettre l'ethnie dans une case. Comment est-ce qu'on peut mettre une ethnie dans une case? L'être humain, il est rond, les cases, c'est carré. La quadrature du cercle, on sait que c'est une impossibilité mathématique. Oui, effectivement, je partage totalement ce que tu dis. Je voudrais juste apporter un tout petit complément. Dans la formulation de la question, j'ai perçu, mais peut-être à tort, une ambiguïté entre institution et institutionnalisation dans la question. Et tu as bien montré, Stéphane, dans une de tes précédentes interventions, la nécessité d'institutionnalisation de la part d'un groupe humain, quelle que soit la typologie. Par contre, là, et donc ensuite, ça donne de l'institution qui a des colorations différentes selon l'époque, le lieu, la culture où on se trouve. Et je voudrais juste ajouter un point, c'est que l'institution génère aussi son propre point aveugle, ou ses propres points aveugles. Et ça rejoint ce que la question de Cécile, c'est-à-dire qu'il y a besoin à certains moments de tiers médians, en effet, qui fassent tiers médians. Voilà. Oui. Bien. Déjà, merci pour tous les échanges qui ont eu lieu. Et donc, il y a quelque temps, j'avais participé à un temps d'échange sur le croisement des savoirs entre l'Occident et les amérindianités, les savoirs amérindiens. Et après 1h30 d'échange, en fait, au tout dernier moment où on devait quitter la salle, quelqu'un lève la main et il dit « Oui, mais alors, comment on va vers l'autre ?» Je me suis dit « Waouh, 1h30 d'échange et en fait, on n'en est qu'au début. » Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce processus d'altérité? J'ai envie de dire, pour toi, qu'est-ce qui se passe dans votre façon d'éprouver l'altérité? Bien. Alors, écoutez, on va convoquer un traiteur, on va être là jusqu'à la semaine prochaine. C'est une grande question, mais je blague un peu, mais c'est une bonne idée. Je profite le premier, puis je vais faire passer. L'altérité, moi j'ai pas... Enfin, spontanément, ce qui me vient, c'est un éprouvé d'abord de l'ordre de la perception émotionnelle. Un autre, avec lequel, a priori, un autre ou des autres, avec qui, a priori, j'ai l'intuition que je peux me sentir à l'aise, confortable ou au contraire extrêmement dérangé, avant même d'avoir vraiment réfléchi, décortiqué, analysé la rencontre. C'est la première chose qui nous vient. C'est d'abord un ressenti. Et puis, évidemment, ce ressenti, très vite, il est ensuite, comment dirais-je, raisonné à partir de ce qui fait repère pour moi, en tout cas. Donc, c'est très, très modeste. Mais il est raisonné et ça induit derrière un processus d'adaptation le moins mauvais possible, pour répondre comme ça. Et je crois que pour répondre, vraiment ma réponse à ta question, sans y avoir pensé, tout à fait spontanément, c'est d'abord une émotion ou un faisceau d'émotions peut-être qui se manifeste avec voilà là, des altères et j'ai vraiment envie d'aller vers, j'aimerais bien en être, ou bien au contraire, le ciel me préserve d'y être confronté. C'est une question très intime. Hein. Donc je m'allonge, je raconte. Non, moi, je pense que c'est dit Lama Punso en introduction, c'est la curiosité.
c'est la curiosité, c'est-à-dire ce qui permet de sortir de l'entre-soi normatif qui, moi, me désespère et m'ennuie profondément. Je pense que c'est ça ce qui fait pousser à aller vers l'autre et à essayer de trouver des espaces où l'humanité, quand même 7 milliards d'individus à découvrir, hein, on n'en viendra jamais à bout, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'on a plein de choses à apprendre et on a plein de choses à apprendre sur soi-même, à ces questions existentielles aussi fondamentales, qui suis-je ou vais-je, et après qu'est-ce qui sera? On a des constructions progressives de réponses qui se font au travers de l'interaction avec l'autre. Voilà, je pense que c'est... Je pense que ta question met le doigt sur pour moi, ce qu'est le cœur de l'entraînement spirituel. C'est-à-dire la rencontre avec moi-même, certes, mais dans cette rencontre avec moi-même, je peux me construire un univers verrouillé qui peut sembler ouvert, compréhensif, etc., mais qui finalement est enfermé dans ce que j'appelle le voile de la connaissance, dont je vais parler après. La rencontre avec l'autre, ou bien va me renforcer dans mes préjugés, dans mes a priori, dans mes stéréotypes, pour prendre le vocabulaire de maintenant, dans mes stéréotypes, ou bien je peux décider, et c'est là pour moi où la rencontre avec l'autre est découverte, entraînement, curiosité, je peux décider de faire de cette rencontre un espace dans lequel je vais me questionner. Je suis d'accord avec Michel quand il dit c'est d'abord une émotion. Évidemment, il y a de fait de l'attachement dans l'apparence de la personne, dans l'odeur de la personne, dans le vie de la personne. Il peut y avoir un attachement, il peut y avoir de l'aversion, il peut y avoir de l'indifférence, il peut y avoir une forme de jalousie, il peut y avoir une forme de sentiment de supériorité. Ça s'élève. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, oui. Tu demandes comment on le vit. Et donc déjà, pour moi, la première étape, je risque d'être long là, la première étape consisterait à être conscient de ce qui se passe en moi quand j'écoute l'autre, ce que j'appellerais la double écoute. Je peux être présent à l'autre et présent à moi-même. Sinon, je me perds dans l'autre ou je m'enferme en moi-même. Il y a un double regard là qui demande de l'entraînement. Et puis, il y a le voile de la connaissance. Je pense que les connaissances que nous avons sur les choses, elles sont culturelles, elles sont relatives à notre éducation, à nos expériences, etc. Elles sont pour nous la clé pour comprendre l'autre, mais ce média de la connaissance contient des virus. Les stéréotypes, les certitudes, les croyances, certitudes dans le sens de croyance, toute une série d'éléments dans la connaissance que je n'ai pas nécessairement revisité, mes dogmatismes, les extrêmes, enfin un peu le vocabulaire plus bouddhiste déjà, mais voilà. Et donc, deuxième dimension dans cet entraînement, dans la rencontre à l'autre, qu'est-ce que je projette sur l'autre? Dans quoi je l'enferme dans ma vision bouddhiste y compris. Enfin, je veux dire, j'ai un devoir de vérification. Est-ce que ce que je considère de l'autre est valide ou pas? Avec les critères que j'ai. Donc, il y a au moins, l'autre m'amène à un questionnement sur moi-même et mon mode de connaissance. Et j'ai une perspective, j'ai un parti pris dans la rencontre avec l'autre, c'est celui de l'équanimité. C'est un pari, un enjeu. Est-ce que je suis capable de dépasser mes différents a priori, stéréotypes que j'ai identifiés pour rencontrer l'autre là où il est, et pas là où je voudrais qu'il soit? Voilà ce que j'essaye de vivre quand je rencontre l'autre. Et là, c'est évidemment passionnant, parce que c'est pour ça que j'ai conclu mon introduction tout à l'heure en disant, quand on parle d'altérité, on parle d'abord de soi. C'est-à-dire, l'autre n'est que ce que j'en perçois.
d'abord. Et après, je peux aller à la rencontre. Et cette démarche-là, c'est une démarche qui est faite de vigilance, de souplesse d'esprit, de connaissance, de discernement, des différentes choses qu'on a vécues. Ça répond. Et je garde toujours une part d'incertitude, c'est-à-dire l'autre restera toujours l'autre. Toujours l'autre. Ça n'a pas été dit parce que c'était comme un implicite évident, n'est-ce pas? L'autre restera toujours l'autre. Je ne peux pas me l'approprier. Je ne peux pas me l'approprier. Et ici, j'en rajoute un petit peu. Par exemple, ici, c'est un lieu qui est censé transmettre le bouddhisme. On en a discuté hier sur l'éthique de la parole dite, c'est-à-dire jusqu'où je propose à l'autre et jusqu'où je l'enferme dans mon discours. Avec l'autorité que j'ai en tant que religieux, par exemple, et la force de ma parole, jusqu'où ma parole va imposer quelque chose à l'autre. Alors, il y a des choses qui lui appartiennent, mais je dois rester attentif, je dirais éthique, à ce que ma façon d'être et de rencontrer l'autre ne soit pas... je ne trouve pas le mot, enfermant. Pour compléter, c'est là où on s'est retrouvé hier, c'est que moi, en tant qu'éducateur pour la santé, c'est exactement le discours que j'ai tenu hier. Et donc là, on s'est dit, ah bah oui, c'est bizarre. Ouais, juste un point sur lequel je voulais revenir. Punso, tu viens de dire, évidemment, je suis d'accord, l'autre restera toujours un autre, quoi qu'il arrive. Quand tu as dit ça, ça m'a fait revenir des différents vécus et des associations d'idées. Et je dois reconnaître que très souvent, j'ai senti, je me suis vécu comme moi restant un autre. Et soit par effet, parce que, comment dirais-je, je me suis senti privilégié culturellement, matériellement, peu importe, par rapport à l'autre. Et donc finalement, je me suis senti, moi, rester l'autre. Ou au contraire, dans une position un peu d'être dominé, et où j'ai saisi que je reste un autre pour lui. C'est là aussi qu'il faut peut-être s'allonger pour raconter l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Mais la question... J'ai une expérience très brève. J'étais blanc au nord de l'Afrique, au nord du Botswana. Donc, pendant la guerre d'Afrique du Sud et de libération de la Namibie, avec des Sud-Africains contre lesquels j'étais plutôt enragé, et des Africains qui me voyaient comme étant du mauvais côté. Donc la notion d'altérité, d'identité, j'étais un peu confronté à ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonjour messieurs, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus technique, quoique, peut-être pour monsieur Tessier, vous parliez de la naissance et de la mort, de cet intervalle-là. Quid de la vie intrafétale, du coup, aussi bien du statut peut-être même social ou que sais-je, mais c'est déjà un être qui est attendu. Alors, est-ce qu'il a eu une individualité ou pas dans le ventre de maman, ou est-ce que c'est la fusion mythique ou pas? Merci. Vous me posez une question là, auquel 7 milliards de personnes apportent des réponses différentes. Donc, je n'ai aucune légitimité pour parler au nom de ces 7 milliards d'humains. Chacun et chaque société envisage le fœtus de façon très très spécifique, avec la rencontre du masculin et du féminin plus le Saint-Esprit, ou d'autres c'est le féminin. Enfin, il n'y a pas de réponse à votre question qui puisse être résumée en quelques phrases. Je n'ai pas saisi... Il y avait l'aspect personnel, parce que vous étiez déjà sur le divan, donc j'en ai profité. Et puis il y avait un aspect plus, oui, technique, j'allais dire, et sociétal, sur à l'hôpital, concrètement, comment on considère un fœtus. Ah ben ça dépend des En France aujourd'hui, voilà, en France aujourd'hui, merci. En France aujourd'hui, je ne suis pas puériculteur, je ne suis pas sage-femme, donc je n'ai pas de légitimité pour parler. On a arrêté l'expérience en 2016. Ce que je lis de la littérature scientifique, je dis bien d'où je parle, c'est que le fœtus est depuis toujours considéré comme un être vivant auquel on apporte énormément d'attention.
Ce que je lis dans la littérature scientifique, c'est que ce qu'on appelle l'apnonomie, là maintenant, c'est considéré comme étant faire partie des soins de la grossesse, c'est-à-dire l'extérieur, masser l'enfant à partir autour du ventre, lui passer de la musique, bref, que l'interaction entre l'extérieur devient de plus en plus structurée, alors qu'auparavant elle était un petit peu au petit bonheur la chance. On la structure de plus en plus. Maintenant, anthropologiquement, il y a des sociétés qui considèrent le fœtus comme un être vivant à part entière, et il y en a beaucoup qui le considèrent comme étant juste une excroissance de la maman qui est porteur d'une potentialité venue des ancêtres. Encore une fois, une potentialité venue des ancêtres. C'est-à-dire que s'il disparaît, il retourne chez les ancêtres, un point, un trait, et personne n'en fait une maladie. Donc ça, il y a vraiment toute la gamme, là aussi, par rapport... nous, en Occident, notre grande difficulté, c'est qu'on catégorise des choses. Et de plus en plus, avec l'informatisation, il faut qu'on mette les choses en catégories fermées, ce qu'on appelle la discrétisation. Mettre en variable discrète. Alors qu'en réalité, l'humanité, elle est continue. La psychologie, elle est continue. La vie, elle est en continu. On ne peut pas transformer chaque minute en une unité qui puisse être séparée de la minute suivante. C'est tout à fait artificiel. Et la vie fétale, elle est dans cette continuité. Elle est vécue dans cette continuité. Et nous, dans notre monde occidental et médicalisé, la naissance est une rupture, alors que dans les sociétés, c'est une continuité aussi. Et c'est cette altérité-là, de temporalité, qu'il faut aussi arriver à saisir, même si, et ça je rejoins tout à fait, l'autre restera toujours l'autre, tant qu'on n'aura jamais la serrure. Donc on aura toujours des interprétations de ce que c'est que cette pendeloque-là, avec Yale et autres, et qui finalement nous sera toujours étrangère. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci à vous. Il me semble que vous avez répondu tous les trois à comment faire avec l'inconnu de l'autre dans ces situations d'altérité. Et que ça, ce que j'en ai compris, c'est beaucoup dans la rencontre et de pouvoir s'ouvrir à qui est l'autre. Comment faire dans des situations plus larges, c'est-à-dire que de groupes ou du vivre ensemble de personnes qu'on ne va pas pouvoir rencontrer forcément de 1 à 1. Oui, exemple. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil, que ce soit un individu ou un groupe. Déjà, un groupe, pour moi, n'est pas un groupe. C'est-à-dire, il y a bien sûr des enjeux. Si on est 50 ici, on est plus que 50. Il y a une dynamique qui fait plus que l'addition des 50 personnes. Hein, tu vois de quoi je parle. Mais au-delà de ça, ou en deçà de ça, quand je regarde les personnes, je ne peux pas limiter vous que je regarde à un public. Donc, je m'efforce de regarder, je pose le regard sur chaque personne, j'envisage chaque personne telle que je l'aperçois, au-delà du groupe. Et je reviens à cette importance d'être conscient de ce qui me traverse quand je regarde l'autre. C'est un exercice que je vous invite à faire. Nous avons une grande surface ici à côté, Leader Price, où il y a souvent du monde. Donc on fait la queue. J'ai calculé jamais plus que 5 minutes. Les gens se plaignent, mais en fait ça va plus vite qu'on ne le pense. C'était une parenthèse. Ah, c'est super. Oui. Et donc, il y a du monde autour de vous. Et je partirai d'un principe bouddhiste. Je pars d'un principe bouddhiste qui dit, entre eux et moi, il n'y a pas de différence. Il y a le même potentiel de sagesse et il y a les mêmes jeux émotionnels et énergétiques. Eh bien, voyons voir. S'il n'y a pas de différence, et je scanne chaque personne. Ah ben oui, il n'y a pas de différence, pas de différence, pas de différence. Ah, là non. Là, il y a quand même une différence. Bien. Et c'est très intéressant d'observer ça et de voir, mais qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? C'est quoi le préjugé ou le stéréotype
qui génère ça chez moi. Et je pense que tout le discours qu'a tenu Stéphane, moi, me renvoie à ça, c'est-à-dire à une vigilance, et c'est, pour moi, je dirais, c'est mal dit, hein, mais c'est à ça que sert l'autre. En tout cas, je l'utilise comme ça, il me montre en moi ce qui résiste à la rencontre. Et que ce soit dans une longue discussion, où au départ, c'était plutôt dans le domaine de la séduction et de l'acceptation mutuelle, et puis l'air de rien, parce que l'odeur, parce que ce qui est dit, parce que c'est déjà plus pareil. J'avais pas vu ça au début, ou dans un autre sens. Ça, c'est sur la durée, ça évolue une relation. Et donc, de rester vigilant dans mes réactions, dans cette vivant de la relation, et que ce soit quelqu'un que je croise dans la rue comme ça, où ça va très vite, sans que je ne m'en rende compte. Il y a tout le côté inconscient des stéréotypes, je trouvais très intéressant aussi, sans que je me rende compte qu'il est dans sa case. Donc pour moi, la réponse, c'est un état de vigilance détendue. Pour ceux qui pratiquent la méditation, ils voient de quoi je parle. Une qualité de conscience qui me fait rester présent à ce que je vis pour ne pas partir dans un discours que je ne percevrais même pas, quelque chose comme ça. Ça répond ? Moi, je suis tout à fait d'accord, et je rajouterai une dimension politique. Je vais parler d'un groupe, c'est de la politique. C'est un rapport de pouvoir. Et toute la question, c'est justement de savoir gérer ce rapport de pouvoir. Ne pas prendre excessivement le pouvoir, et ça, travaillant avec les populations en situation de précarité, SDF, etc., c'est absolument essentiel. Ne pas profiter de la situation de médecins, etc., pour avoir une emprise confortable, agréable, pour mon ego. Mais donc, savoir, tout en ayant quand même une réponse aux attentes du groupe. Qui attend, le groupe, qu'il y ait quand même une avancée qui soit faite au travers de cette réunion-là. Qu'on ne soit pas venu simplement pour rien. Et c'est là tout l'enjeu politique. C'est-à-dire savoir rétrocéder le pouvoir tout en ayant une fonction quand même de réponse aux attentes formulées implicitement ou explicitement par le groupe. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça demande toute l'éthique dont on parlait hier et sur laquelle on s'est rejoint avec enthousiasme hier soir. J'avais prévu d'en parler, mais je n'ai pas eu le temps. Non, mais c'est pour rien. Non, pas ça, je prolonge à partir de ton propos. La dimension dans l'altérité, l'enjeu de pouvoir est toujours là. Il est toujours là. Et le mot pouvoir, on ne l'a quasiment pas nommé ce matin. On l'a évoqué, mais je veux dire, il est là tout le temps. Et donc, juste la distinction pour compléter, c'était juste de dire la distinction entre le pouvoir sur et le pouvoir de. Et c'est là que la crête se joue. Je voudrais exemplifier ce qu'on a dit là, 2 secondes. Une expérience très concrète que l'on vit ici quotidiennement. Il y a des SDF dans le quartier là, et ils se mettent toujours sur le bord du boulevard, sous un auvent. Ils se mettaient toujours là, mais avec la canicule, il faisait trop chaud, et le meilleur lieu qu'ils ont trouvé pour s'abriter, c'est devant notre vitrine. Et là, on a vécu, et on continue à vivre une expérience d'altérité, c'est-à-dire, ils boivent énormément, fument, sont relativement bruyants, mais on a un pacte avec eux. On a établi un lien et on a demandé de ne pas salir, ils sont les bienvenus, de ne pas salir et d'être attentifs, d'être vigilants. Et il y a une espèce et que je trouve très intéressant, un petit malaise salutaire continu. Et je pense des 2 côtés. Et je trouve que si on assume ça, plutôt que d'enfermer, de garder ça. Et un jour, il y en a un qui est rentré. Quand on était il est rentré. Et j'ai eu une petite crispation interne. Je n'ai rien montré.
Juste crispation interne. Et en fait, il est venu acheter du miel, parce qu'on vend du miel, du très bon miel biologique. Il est venu acheter du miel, il a remercié, il est parti. Et c'est là où je vois la force de toutes les projections, surtout sur une population comme celle-là, n'est-ce pas? Tous les jeux de projection, et je vois comment rendre l'altérité fertile demande cette vigilance en continu. Et en plus, ils ont inventé un verbe qui nous plaît beaucoup, puisque en passant, je leur disais bonjour, et il m'a dit, vous avez vu, on bouddhisme. Oui, c'est vraiment une attitude à constamment travailler, reprendre. Autre. Oui. C'est une attitude antinormale. C'est-à-dire que ça demande un exercice permanent sur soi-même. C'est-à-dire que le réflexe normal, c'est de dire il pue, il y en a marre. Mais ceci étant, il ne faut pas non plus évacuer ces sentiments négatifs dont ils sont à l'origine et qu'ils savent très bien manipuler. Le SDF qui ne se lave pas, il est dans une carapace qui le protège de toute intrusion extérieure. Donc c'est pas la peine de lui dire qu'il sent bon, il sait très bien qu'il pue. Il faut l'assumer. Il faut le surmonter, bien évidemment, mais il ne faut pas faire semblant en disant « Oh, t'es très bien, Non. Ça serait un jeu de dupes. Il faut l'assumer, mais en même temps, il faut avoir cette attitude contre-intuitive d'aller vers. Et c'est totalement contre-intuitif. C'est pour ça que dans les formations, je dis il faut faire contre son sentiment personnel et avoir cette réflexion éthique qui, tous les matins, demande de faire une gymnastique. Qu'est-ce qui me donne le droit de dire aux gens comment ils doivent se comporter et où est-ce que je dois m'arrêter? Tous les matins. Question ici. Merci pour cette conférence. J'aimerais revenir plutôt sur des questions politiques pour une précision sur l'idée de frontière dont vous aviez parlé ce matin, c'est-à-dire cette frontière qui sépare et qui est à la fois construite par le droit et la règle. Et en fait, ma question est simple et politique. Qui décide de cette règle ? C'est variable et ça dépend des époques. Les frontières en Afrique ou au Moyen-Orient ont été décidées par des colonisateurs qui ont fait les choses au plus simple et au mieux de leurs intérêts. D'autres frontières sont indécidables. Par exemple, dans les Balkans, actuellement, il y a un pays dont le nom est Bosnie et Herzégovine. Et dans ce pays-là, il y a des îlots ethnico-religieux, pour le dire comme ça, c'est stupide, et où il n'y a pas de frontières et où ça reste indécidable. Et donc le feu couve en permanence. Beaucoup de frontières sont le fruit des armes, les conquêtes, les guerres diverses et variées, etc. Et il y a eu le droit international à partir de... Enfin, il n'était pas constitué, mais il faut revenir à ce moment-là pour parler de frontières telles que nous, on les vit dans notre Europe occidentale. Il faut revenir à 1648, les accords de Westphalie, qui sont, disons, les fonds baptismaux de ce qu'allait devenir le concept d'État-nation, et où ensuite ce sont des conquêtes plus locales qui ont fini par déterminer des frontières, mais avec l'idée en gros, le principe d'État-nation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de frontières qui d'ailleurs étaient très approximatives jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et qui se sont formalisées il y a peu de siècles, une autorité qui dirige et gouverne une population circonscrite à l'intérieur des frontières. Alors le droit international et les institutions internationales
s'emparent évidemment, chacun dans sa compétence de cette question des frontières, mais on voit bien que ça reste extrêmement problématique encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Regardez par exemple la question des territoires occupés, regardez la question de la Catalogne, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas comparable. Et il y a donc des frontières qui restent, qui sont maintenues dans une indécidabilité. Voilà, grosso modo. Oui. Je voudrais revenir en arrière un peu sur ce que tu as dit, Stéphane. Il faut aller contre soi-même, quelque chose de ça. Et je nuancerai un peu, parce que c'est comme s'il y avait deux en nous-mêmes. Donc il y a une altérité, le jeu est un autre, n'est-ce pas? Donc, ce qui est contre-intuitif pour moi, je ne vais pas contre, je l'accompagne. C'est-à-dire, une fois que je décide où je veux aller, je vois en moi ce qui l'empêche, et en étant conscient, petit à petit, je me donne les moyens d'aller dans une autre direction. Peut-être on dit la même chose, c'est peut-être juste une affaire de mots, mais c'était juste d'éviter qu'il y ait cette espèce de combat interne sur de culpabilité et autres, et plutôt une espèce d'accompagnement de mes fonctionnements pour aller vers quelque chose qui soit plus présent. Alors, je vais toujours, je me permets, j'espère que je ne coupe pas la parole à personne. C'est juste que c'est vraiment dans la suite de ce qui vient d'être dit et par Stéphane, et par Mapunso. J'étais en train de réfléchir aussi et un peu questionner. Et en fait, vous avez parlé d'anthropologie psychologique. Je ne sais pas si je l'appellerais psychologique, mais c'est anthropologie fondamentale qui cherche à aller au plus loin et au plus près de l'humain possible, et qui m'amènerait à penser que, en fait, ce qui fait que je dois remettre en question ma distanciation vis-à-vis du SDF qui sent pas bon et qui n'a pas la même image que moi, c'est que dans un premier temps, en fait, je suis avec cette personne-là comme je suis avec toutes les autres personnes. Et que ce que je vois pas, c'est que au contact spontané de la différence, en fait, il y a une solution de simplicité qui est, donc en gros, il faut une implication différente que celle de ma routine habituelle. Je suis en train de marcher pour aller prendre mon café. Donc, et que c'est à partir de là que effectivement, il faut que je me reprenne. Alors, ou pas, hein. Mais dans notre débat, nous, il faut que je me reprenne. Donc ma question, alors qui est un peu intuitive chez moi, mais que je vous soumets, c'est ce que justement, le fait qu'il y ait une réactivité qui nous distancie, et puis ensuite qu'on ait ou pas à se reprendre pour aller vers, comme vous avez dit, tout ceci ne viendrait-il pas, d'un point de vue anthropologique, j'imagine que d'un point de vue bouddhiste, on aura d'autres réponses, certains auront d'autres réponses. Donc ce que je nommerais l'originarité de tout ça, c'est qu'en fait on est tous ensemble. On a parlé d'interdépendance, je me construis du plus loin que je peux l'imaginer, le penser, avec les autres. Vous parlez de vivre ensemble, en fait je n'existe pas autrement que dans ce senti, je ne sais pas quoi, d'être avec les autres. Je suis avec les autres. Et après, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, c'était pas nommé, donc est-ce que pour vous, il y aurait bien une originalité? Voilà, ça s'appelle aussi la solidarité fondamentale, par exemple, dans l'anthropologie fondamentale. On n'est que avec les autres. Et alors après, on s'enferme, par le biais de l'ego entre autres, on s'enferme dans des espaces confortables mais complètement clos. Et il faut se rouvrir justement à cette réalité première, puisqu'on est tous ensemble. Oui, je sais pas. Voilà, il y a un moment, il faut dire je sais pas. Je sais pas si fondamentalement il y a une solidarité ou il y a une solitudité humaine. Je pense que ça dépend aussi des époques, ça dépend des contraintes
Le jeu des contraintes aussi, on est un peu obligé d'être ensemble. Peut-être qu'on serait mieux tout seul, sur un arbre, à grappiller les cerises et les pommes. Je sais pas. Franchement, je ne peux pas parler d'originalité. De toute façon, la situation est une situation purement abstraite et théorique, puisque nous sommes socialisés dès la naissance, et je vous ai dit, toute société introduit le bébé dans la société pour en faire un membre de cette société. Et nous appartenons, qu'on le veuille ou non, à la société dans laquelle nous avons été introduits dans nos premières heures de vie. Donc, cette solidarité nous a été imposée de l'extérieur. On l'a